De tout ça, ce qui lie tout ça, c'est l'amitié, c'est le sérieux, c'est l'envie de faire ce métier qui... Bonjour à tous, me revoilà. Aujourd'hui, je vous propose un stream inédit et poignant suite à une révélation choquante en France, faite par un procureur anonyme et intègre. Il dévoile le mystérieux rapport d'autopsie concernant la mort de Bébert Deforban, suscitant un vif intérêt parmi les fans. Êtes-vous curieux de savoir comment un homme qui faisait danser la France entière a-t-il pu être terrassé par quelque chose que personne n'avait vu venir? L'image est brutale, presque incompréhensible. Derrière le sourire de Bébert, un cancer du tube digestif avançait en silence, jusqu'à provoquer une fin glaçante révélée par le procureur. Le rapport d'autopsie, lui, ne laisse aucune place au doute. La maladie avait envahi son corps depuis des années, sans un mot, sans un signe. Aujourd'hui, nous revenons ensemble sur cette vérité terrible, longtemps cachée. Merci d'être là. Installez-vous. Mort de Bébert Deforban. La cause du décès révélée par le procureur est glaçante. Mais qui est ce procureur, prêt à lever le voile sur une vérité que personne n'avait imaginée si sombre? Un procureur X. Et comment a-t-il découvert ce que même les proches ignoraient encore? Aujourd'hui, son témoignage va tout changer. Mais une question lourde et suspendue continue de monter dans tous les esprits. Pourquoi a-t-il fallu attendre la voix d'un procureur pour comprendre ce qui rongeait Bébert depuis tant d'années? Pourquoi cette vérité glaçante n'a-t-elle jamais été dite plus tôt, ni par les proches, ni par les médecins, ni par ceux qui, chaque soir, le voyaient sourire sous les projecteurs? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses d'une enquête médicale et humaine, là où les rapports officiels se mêlent au silence d'une famille bouleversée. Lorsque le procureur chargé du dossier s'exprime, quelques heures après l'annonce officielle, un frisson parcourt la salle. Son ton est précis, mesuré, presque clinique. Mais ce qu'il dit, lui, n'a rien de froid. Il révèle ce que personne n'avait vraiment anticipé. Le cancer du tube digestif dont souffrait Bébert n'était pas un simple diagnostic tardif. C'était une maladie ancienne, insidieuse, qui avait progressé dans l'ombre, lentement d'abord, puis de manière accélérée. Une maladie que l'artiste, volontairement, avait tenue à distance du regard public. Le procureur explique que les conclusions médicales, consignées dans le rapport d'autopsie, montrent une évolution avancée et silencieuse du cancer, un mal qui s'était installé depuis plusieurs années, affaiblissant l'organisme sans provoquer de symptômes visibles pour ceux qui l'entouraient. Ce mot, silencieusement, revient plusieurs fois dans sa déclaration. Il ne s'agit pas d'un simple détail. Il dit tout de la nature de ce combat qu'on ne voyait pas, de cette fragilité que Bébert cachait derrière une énergie débordante et un humour constant. Face aux journalistes, le procureur prend une pause. Il semble mesurer la portée de ce qu'il annonce. Ce n'est pas seulement un constat médical, c'est une fissure dans le récit que la famille, par pudeur, tentait de préserver. Car c'est là que se trouve la seconde révélation du jour. La cause du décès avait été volontairement tenue secrète par ses proches, par respect pour l'homme qu'il était, mais aussi par crainte que sa maladie ne réduise son image publique, qu'elle ne fasse oublier l'artiste derrière le patient. Il luttait depuis longtemps contre la maladie, dit-il encore, confirmant ce que certains soupçonnaient sans jamais l'oser dire. Une lutte longue, épuisante, menée à huis clos, entre des murs que seuls ses intimes pouvaient franchir. Une lutte où le courage s'exprimait, non pas en public, mais dans la solitude des couloirs d'hôpital, dans la fatigue des jours sans sommeil, dans le regard échangé avec ceux qui l'aimaient. À ce moment précis, le public découvre soudain une autre version de Bébert. Non plus le chanteur festif, rieur, complice, mais l'homme qui, derrière cette façade solaire, portait une douleur que personne n'avait vue. Un homme qui avait choisi de cacher ses faiblesses, non par fierté mal placée, mais par une immense pudeur, presque une loyauté envers ceux qui l'adoraient. Il ne voulait pas qu'on le regarde autrement. Il ne voulait pas que la compassion remplace l'admiration. C'est là que le récit prend une tournure encore plus bouleversante. La famille, longtemps restée silencieuse, aurait tenté de préserver l'intimité de Bébert jusqu'au bout. Le procureur, avec prudence, évoque ce voile qui entourait ses derniers mois.
Il explique que par respect pour la vie personnelle du chanteur, aucun détail n'avait été communiqué avant que la justice ne doive clarifier les circonstances exactes du décès. Ce choix n'est pas rare, mais il en dit long sur l'immensité de ce qu'il traversait. Et soudain, une image surgit, celle d'un homme qui, tout en sachant sa maladie grave, continuait de monter sur scène, de répéter, de rire, de chanter, comme si la vie devait encore lui offrir quelques sursis. Ses amis du groupe Les Four Bands racontent plus tard qu'il avait une manière étrange de dire « on verra demain », comme s'il refusait que la maladie décide pour lui. Une forme de résistance, de déni peut-être, mais un déni lumineux, presque héroïque. Le procureur, en parlant, ne cherche ni le scandale ni le sensationnalisme. Il expose, il détaille, il donne à la mort de Bébert une dimension que personne n'avait imaginée si profonde, celle d'un combat intérieur, d'une dignité farouche, d'un silence assumé. Et derrière ces mots, c'est un homme vulnérable qui se révèle, un homme qui n'a jamais voulu que sa souffrance devienne un spectacle, un homme qui affrontait la maladie avec la même discrétion que celle avec laquelle il avait construit sa carrière. Pour les fans, cette révélation a l'effet d'une déflagration douce mais persistante. Beaucoup se sentent bouleversés, presque coupables de ne pas avoir perçu les signes. D'autres comprennent mieux son absence de certains concerts, ses moments de fatigue, ses prises de recul. Tous découvrent une vérité. Bébert n'était pas seulement un artiste, il était un combattant silencieux. Et au cœur de cette vérité crue, une question s'impose, poignante, nécessaire. Combien de souffrances peut-on cacher sans jamais se trahir ? Une question qui résonne aujourd'hui comme un écho dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé, admiré, et qui découvrent, peut-être trop tard, la profondeur de son courage. Mais à mesure que les mots du procureur s'installent, une autre question se glisse, plus dérangeante, presque impossible à éviter. Que manque-t-il encore dans cette histoire pour qu'un homme aussi public ait pu dissimuler un combat aussi long, sans que personne, absolument personne, ne s'en aperçoive? Car derrière les révélations officielles, quelque chose ne colle pas. Une zone grise apparaît, une partie du récit que la famille n'a jamais commenté, et que le rapport d'autopsie semble seulement effleurer. Le procureur parle avec prudence, mais son attitude intrigue. À un moment, il hésite, cherche ses mots, jette un regard vers les documents devant lui. Les journalistes le remarquent. Pourquoi ce flottement soudain? Qu'y a-t-il dans ces pages qu'il ne peut pas encore rendre publiques? Il finit par mentionner, presque du bout des lèvres, une évolution atypique de la maladie. Une expression qui, dans le langage médico-légal, n'est jamais anodine. Aussitôt, la salle s'agite. Les murmures montent, une évolution atypique. Cela signifie quoi exactement? Et c'est là que commence la partie la plus mystérieuse du dossier. Selon les premiers éléments du rapport, le cancer de Bébert n'aurait pas seulement progressé silencieusement, il aurait évolué dans l'ombre de nouvelles complications apparues au cours des derniers mois, accélérant brutalement son état général. Comme si la maladie, longtemps contenue, s'était réveillée d'un coup, avec une violence inattendue. Le procureur, lui, ne parle pas d'erreur médicale, mais il insiste. Les analyses approfondies étaient nécessaires pour comprendre la rapidité de la dégradation. Cette phrase, lourde de sous-entendus, laisse le public suspendu. Et puis un détail surgit. Plusieurs consultations spécialisées auraient eu lieu dans des cliniques privées, jamais mentionnées par Bébert, ni par son entourage. Des rendez-vous tenus sous pseudonyme, des déplacements discrets hors région parisienne, des échanges de dossiers effectués en interne sans passer par les circuits habituels. Pourquoi tant de précautions? Pourquoi tant de secrets? S'agissait-il d'une volonté de protéger sa vie privée ou d'autre chose? Le procureur ne répond pas clairement. Ou ne peut pas. Mais il confirme que certains documents médicaux n'ont été communiqués à la famille qu'après sa mort. Un fait rarissime qui souligne la complexité du dossier. À l'écoute de ces révélations, une sensation étrange s'installe. Le chanteur n'a pas seulement caché sa maladie au public. Il l'a peut-être aussi partiellement cachée à ceux qui l'aimaient. On apprend également qu'un médecin, un oncologue connu mais dont le nom reste confidentiel, avait suivi Bébert en dehors des cadres traditionnels. Pourquoi ce choix? Par peur d'une fuite? Par volonté d'éviter les rumeurs? Ou parce que l'artiste refusait d'être associé à l'image d'un homme malade, même dans les couloirs d'un hôpital connu? Nul ne le sait vraiment.
Mais une chose devient évidente, Bébert avait construit autour de lui un véritable rempart, une barrière silencieuse entre sa vie publique et la vérité tragique de son combat. C'est ce qui donne au témoignage du procureur une force presque dramatique. On sent, dans sa manière de dérouler les faits, qu'il avance sur une ligne étroite, dire ce qui doit l'être sans basculer dans le sensationnel, mais sans masquer les zones d'ombre. Il confirme que le cancer était ancien, agressif, mais aussi qu'il avait été détecté trop tard. Là encore, une phrase retient l'attention. Les premiers signes remontent probablement à plusieurs années, mais n'ont pas été suivis d'investigations approfondies. Pourquoi ? Pourquoi tant de retard ? Était-ce un choix de Bébert, une erreur d'interprétation, un refus d'affronter la vérité ? Personne n'a encore les réponses. Le procureur poursuit et soudain, un détail supplémentaire fait l'effet d'un éclair. L'évolution de la maladie aurait été accélérée par un événement récent, survenu quelques semaines avant son décès. Un épisode encore flou, encore non documenté, mais mentionné dans l'étude des experts. On ne parle pas d'accident, ni d'erreur médicale, mais d'une aggravation brutale, dont les causes restent à préciser. Et cette simple phrase suffit à plonger l'affaire dans une dimension encore plus troublante. Alors, que s'est-il vraiment passé dans les derniers mois de Bébert ? Pourquoi la progression de la maladie a-t-elle pris une tournure aussi soudaine ? Quelles décisions ont été prises et par qui dans ces semaines où tout a basculé ? Les témoignages de l'entourage, eux aussi, apportent leur lot de contradictions. Certains amis affirment qu'il allait mieux, qu'il parlait de revenir sur scène. D'autres disent qu'il était épuisé, amaigri, mais qu'il refusait toute aide supplémentaire. Plusieurs sources évoquent même un rendez-vous important, annulé au dernier moment, sans aucune explication. Et c'est dans cette tension, dans ces récits qui se chevauchent sans s'aligner, que naît le mystère qui captive aujourd'hui la France. Un mystère où se mélangent pudeur, silence, secrets familiaux, décisions médicales difficiles et un artiste déterminé à rester digne jusqu'au bout. Ce soir encore, la vérité complète n'a pas émergé. Mais une chose est certaine, l'histoire de Bébert est plus complexe, plus humaine et bien plus bouleversante que personne ne l'imaginait. Et le récit ne fait que commencer, mais plus les révélations se succèdent, plus l'histoire semble glisser vers quelque chose de plus intime, plus profond, presque douloureux à regarder en face. Les derniers jours de Bébert, ces jours où la lumière s'affaiblit, où le rire se fait rare, où les silences deviennent plus lourds que les mots. Et soudain, derrière les rapports médicaux, les phrases froides du procureur et les spéculations du public, apparaît l'homme. Pas la légende, pas le chanteur, mais l'homme. Un homme qui, malgré la maladie, refusait d'abandonner ce qu'il avait construit toute sa vie. La dignité, l'espoir. Cette façon si particulière de ne jamais se plaindre. Ses proches racontent que, dans les semaines précédant sa mort, il avait développé une forme de calme étrange, presque irréelle. Comme si, au fond de lui, Bébert comprenait déjà que le combat arrivait à sa fin, mais qu'il n'en voulait rien dire. Comme si ce silence, ce même silence qui avait accompagné sa maladie pendant des années, devait aussi accompagner ses derniers instants. Astrid, elle, a observé cette transformation avec un mélange de peur et d'admiration. Elle voyait son mari changer, s'affaiblir, se replier doucement, mais jamais renoncer. Il lisait davantage, il parlait moins. Il passait beaucoup de temps à regarder des photos, à écouter d'anciens enregistrements du groupe. Parfois, il lui disait seulement « Laisse-moi un peu de temps ». C'était sa manière à lui de faire face, de se préparer, de rassembler ce qui lui restait de force. Ce n'est qu'après sa mort qu'on mesure la profondeur de ce repli. Selon des sources proches de la famille, Bébert aurait laissé des signes subtils, comme des objets rangés à des endroits précis, des lettres qu'il n'a jamais envoyées, des notes griffonnées dans un carnet. Rien de spectaculaire, rien d'excessif. Juste des fragments d'un homme qui essaie de mettre de l'ordre dans son monde avant de le quitter. Certains parlent d'un moment particulièrement bouleversant. Une nuit, alors qu'Astrid dormait sur une chaise près du lit, Bébert se serait réveillé, lui aurait effleuré la main, puis murmuré un simple « merci ». Pas un merci pour un geste précis, mais un merci global, immense, comme si en un mot, il souhaitait résumer tout ce qu'il n'avait jamais su dire. Ce sont ces petits gestes, ces détails minuscules que la famille commence aujourd'hui à partager, timidement.
des confidences qui n'ont rien à voir avec les révélations froides du procureur, mais qui racontent la véritable fin. La fin humaine, celle qui échappe au rapport et dépasse les diagnostics. Ktuza. Michel Papin, son ami de toujours, raconte qu'il a reçu un message vocal de Bébert quelques jours avant son décès. Une voix hésitante, fatiguée, mais étonnamment paisible. « Je me repose un peu, frère, disait-il. On se voit bientôt. » Il n'a jamais expliqué ce qu'il voulait dire, et cela reste l'un des souvenirs les plus douloureux du batteur. Même Kevin et Georgia, ses enfants, ont perçu ce changement. Lors de leur dernière visite, Bébert leur avait demandé de parler doucement, comme si le bruit du monde devenait insupportable. Il leur avait dit qu'il les aimait, sans détour, sans pudeur. Un geste simple, mais tellement rare chez cet homme pudique. Comme si, dans ses dernières forces, il avait décidé de dire enfin ce que la maladie l'avait empêché d'exprimer. Puis, il y a eu Astrid, la seule qui a tout vu, la seule qui a tout su, la seule qui a accompagné chaque souffle, chaque tremblement, chaque silence. Elle raconte que les dernières heures, il ne parlait presque plus, mais il la regardait, longtemps, comme si ses yeux essayaient d'imprimer son visage une dernière fois. Elle décrit ce regard comme un mélange d'amour, de tristesse et d'acceptation. On aurait dit qu'il me confiesse quelque chose sans parler, dit-elle. Et c'est peut-être vrai. Peut-être qu'il lui transmettait sa force, ce courage discret qu'il avait porté durant toute sa maladie. C'est dans ce regard que tout s'est joué. C'est dans ce regard que Bébert a laissé la dernière preuve de sa présence. Une présence qui ne fait plus de bruit, mais qui existe encore, à travers les gestes d'Astrid, dans le chagrin silencieux de ses enfants, dans les souvenirs que le groupe tente de préserver. Dans les instants qui ont suivi son dernier souffle, un calme étrange s'est installé. Un calme qui n'avait rien de rassurant, mais qui apportait une forme de paix, comme si la douleur venait de lâcher prise d'un coup, ne laissant derrière elle que la trace de l'homme qu'il avait été. Astrid raconte qu'elle a posé sa tête sur sa poitrine, quelques secondes, juste pour entendre ce silence. Ce silence-là, celui qu'elle redoutait, mais qu'elle accepte, aujourd'hui, comme la fin d'un combat trop long. Et c'est ainsi que la vérité médicale, glaçante, laisse place à une autre réalité. La fin d'un homme aimé, fragile, courageux, qui s'est battu jusqu'à l'épuisement et qui laisse derrière lui un vide que rien ne comble encore. L'histoire continue, et elle devient plus profonde, plus humaine, plus déchirante encore. Mais lorsqu'on quitte les derniers instants de Bébert pour lever les yeux vers ce qu'il laisse derrière lui, quelque chose de puissant, presque lumineux, apparaît. Son héritage. Un héritage qui dépasse largement les frontières de sa vie privée ou de son combat contre la maladie. Un héritage musical, culturel, affectif, qui continue aujourd'hui de battre au rythme des refrains des Forbans. Et une question, simple mais immense, se pose alors. Comment mesure-t-on l'empreinte d'un homme qui a traversé 4 décennies de scène sans jamais perdre sa sincérité? Pour comprendre, il faut revenir à ce qui a fait de Bébert plus qu'un chanteur, un symbole populaire, un visage familier, une voix qui appartient autant aux années 1980 qu'aux mémoires de ceux qui les ont vécues. Les Forbans ne sont pas seulement un groupe, ils sont un morceau d'histoire française, une musique qui sent les étés d'autrefois, les podiums improvisés, les fêtes de quartier, les pistes de danse où tout le monde chantait les mêmes mots, avec la même énergie. Et au centre de tout cela, il y avait Bébert, avec sa joie contagieuse, son sourire vif et son charisme de leader. Le hit « Chante » n'était pas qu'un succès commercial. Il était un cri de vie, un appel au partage, une chanson qui traversait les générations sans jamais se démoder. Aujourd'hui encore, il résonne dans les souvenirs comme un repère, un instant suspendu, un moment où la France chantait à l'unisson. Ce morceau restera l'une des signatures du rock populaire français. Une preuve que la simplicité et l'authenticité peuvent marquer plus fort que n'importe quelle prouesse technique. Et quelque part, c'est cela, la magie des Forbans. Une musique qui touche avant de convaincre. Au fil des années, le groupe n'a jamais cessé de tourner, de créer, de rencontrer son public. Une dizaine d'albums, des milliers de kilomètres en tournée, et jusqu'à une 50aine de concerts par an. Ce rythme, impensable pour beaucoup, était leur quotidien. Ils ont rejoint la tournée Âge tendre, devenant même l'un des piliers de ce rendez-vous nostalgique où se croisèrent les voix qui avaient bercé les décennies 1960 à 1990. C'était un hommage vivant à toute une époque,
Et Bébert y tenait une place centrale, avec cette façon unique de faire renaître l'énergie d'autrefois, tout en assumant le poids du temps. Puis vint 2018, une date symbolique, 40 ans de carrière, l'Olympia, la scène mythique, un moment d'éternité. Ce soir-là, les Forbans n'étaient pas seulement un groupe, ils étaient l'incarnation d'un pan entier de mémoire collective. Le public, debout, chantait comme si rien n'avait changé. Bébert, lui, savourait chaque seconde. Certains artistes décrivent l'Olympia comme un sommet. Pour lui, ce n'était pas seulement un sommet, c'était une boucle bouclée. Une preuve que l'histoire qu'ils avaient déconstruite, parfois à contre-courant, parfois dans l'indifférence des médias, avait laissé une trace immense dans le cœur des gens. Et c'est précisément pour cela que sa mort tourne aujourd'hui une page essentielle. Ce n'est pas seulement un homme qui part, c'est un chapitre entier du rock populaire français qui se referme. Une voix qui s'éteint, une présence qui disparaît, mais une empreinte qui persiste. Car, paradoxalement, c'est dans l'absence que l'héritage devient plus clair. Les Forbans représentent désormais plus qu'une époque. Ils sont le symbole d'une France festive, simple, profondément humaine. Une France qui chantait sans se soucier du lendemain, une France qui se reconnaissait dans les refrains joyeux qui ne prenaient jamais la vie trop au sérieux. Et Bébert, dans sa manière de vivre et de chanter, incarnait cette philosophie mieux que personne. Aujourd'hui, le groupe poursuit son chemin, mais différemment. Le choc est immense pour ceux qui sont restés. Michel Papin, les musiciens, les amis proches. Certains parlent d'une colère sourde, d'un sentiment d'injustice. D'autres évoquent une forme de soulagement, celui de savoir que Bébert ne souffre plus. Mais tous s'accordent sur un point. Ils joueront encore pour lui, pour sa mémoire, pour cette énergie qu'il a laissée comme une braise encore chaude. Et le public, lui aussi, se transforme. Des messages arrivent de partout. Des anciens fans, des jeunes qui découvrent leur musique, des familles qui se rendent compte que les chansons des Forbans ont accompagné 3 générations. Ce qui frappe dans ces témoignages, c'est la tendresse. Une tendresse profonde, presque surprenante, pour un groupe souvent jugé simple, mais toujours sincère. Cette sincérité, c'était Bébert, c'était sa force. C'est ce qui fait que son héritage ne sera jamais dissous dans le temps. Et alors, presque naturellement, on en vient à cette idée douce amère. Les chansons restent quand les chanteurs s'en vont. Mais certaines, comme celle des Forbans, portent un souffle particulier, une part de ceux qui les ont interprétées. Bébert vit encore dans ses refrains cultes, dans Chante bien sûr, mais aussi dans ses titres plus discrets qui réapparaissent aujourd'hui dans les mémoires. Sa voix continue de vibrer dans les radios locales, dans les playlists de nostalgie, dans les moments où l'on veut retrouver un peu de simplicité. C'est cela l'héritage intemporel. Ce n'est pas seulement une discographie. C'est un fil invisible, une émotion partagée, une mémoire qui circule d'un cœur à l'autre. Et alors que la France rend hommage à ce chanteur disparu trop tôt, une chose devient certaine. La musique des Forbans continuera de vivre. Parce que Bébert a donné plus que des chansons. Il a donné une part de lui-même. Et cette part-là ne disparaîtra jamais. Dans le silence laissé par Bébert, une vérité douce s'impose. Certaines voix ne meurent jamais vraiment. Elles continuent de vibrer dans nos souvenirs, dans une chanson qu'on fredonne sans y penser, dans un sourire partagé autour d'un refrain d'autrefois. Son absence est immense, mais son empreinte, elle, demeure. Si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez que sa mémoire continue de vivre encore longtemps, vous pouvez laisser un commentaire, liker ou vous abonner. Ensemble, nous faisons en sorte que la lumière de Bébert ne s'éteigne jamais vraiment.